Petit résumé de ma Diagonale des Fous 2019, ma première. Résumé pour moi et puis pour des proches et des autres si ça vous intéresse. Le jour du départ, on est arrivé assez tôt à Saint-Pierre et on a attendu sur le parking du Score qui est pas loin du départ dans la voiture de Florian, aménagé avec un lit. Avec Galien, on a pu se reposer même si on n'a pas réussi à dormir. Il y avait un vent terrible et c'était vraiment un vent glacial. On n'avait pas encore commencé à monter, on était déjà au niveau de la mer, qu'on était déjà gelé à cause de ce vent. Pour entrer sur le site, on a fait la queue. Il y a eu une queue et un bouchon énorme pour déposer les sacs de ravitaillement. Et cette attente-là, en plus de l'attente de la course, du vent froid et du stress de ce qui nous attendait, a vraiment été insupportable. Donc ensuite, on s'est placé dans le peloton pour partir. Et on s'est placé plutôt mal, ma foi. Et ensuite, la course est partie. Donc, comme à ce qu'on s'attendait, puisqu'on avait déjà vu beaucoup d'images, mais il y avait une ferveur et une ambiance incroyable tout le long du front de mer de Saint-Pierre. Sur plusieurs kilomètres, les gens crient, vous encouragent, ils veulent vous taper dans les mains, tout ça. Et on se croirait en Bretagne. Énormément de drapeaux bretons, énormément de bignou, de choses comme ça. Calmez-vous les Bretons, vous êtes flippants, je vous le dis. Donc on commence à monter ensuite après avoir fait le front de mer de Saint-Pierre. Ça monte tout doucement dans les champs de Cannes. C'était sec, c'était poussiéreux. Moi je suis pas parti très vite, hein, ni sur le plat, ni dans ces côtes-là. J'ai pas dépassé de toute façon les 10 km/h. Je voulais pas me griller. Et j'avoue que j'avais déjà des sensations un petit peu dans le genou gauche. On est arrivé au premier ravitaillement, à Domaine à Vidotte. Là, il y avait encore du monde. Et à partir de Domaine à Vidotte, on monte toujours dans les champs, mais sur des chemins et des sentiers plus étroits. Et c'est la nuit, on prend beaucoup d'altitude à ce niveau-là. Et on a là des premiers bouchons. Et comme on était mal placé dans le peloton, je crois j'étais 2200, 2300 après le premier ravitaillement, on a vraiment subi les bouchons. J'avais déjà perdu Galien, moi, depuis longtemps, parce qu'il court plus vite. Donc c'est vraiment des 10 minutes, un quart d'heure à l'arrêt total. Et avant de repartir, bon voilà, c'est dû à des petits passages, des petites chicanes qui font ralentir les coureurs. Et avec l'effet accordéon, quand on est derrière, on se retrouve vraiment bloqué. On continue de monter, on arrive à Notre-Dame-de-la-Paix. Là, on est à 1600 mètres d'altitude. Et il fait froid, il fait super froid. Je suis arrivé au ravitaillement, il n'y avait plus de soupe. Donc je me suis assis, mais pas longtemps, parce que je voulais attendre la soupe. Et puis non, je me suis dit que j'allais trop me refroidir. Ça faisait que 25 km, donc je suis reparti. Et juste après, on a encore une petite bosse et on s'est retapé des bouchons. Et là, franchement, c'était hallucinant. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible quand même, au bout de 28 km. On avait vu sur les lumières de Saint-Pierre, c'était plutôt joli. Et moi, j'avais déjà des douleurs dans le genou, en fait. Je pouvais déjà plus courir. Donc, à ce moment-là, je pensais, voilà, abandonner au parking de Netbeuf, qui est au 38e kilomètre, parce que j'avais Florian et Emeline qui venaient me voir. Donc, je pensais monter dans la voiture à ce moment-là. Et bon, j'ai fini la nuit, j'ai continué de monter, j'ai fait cette descente là qui est un peu interminable parce que c'est de la piste, avant de remonter jusqu'au parking de Netboff où j'ai trouvé Florian et Emeline qui ont gentiment et subtilement trouvé les mots pour me faire aller jusqu'au ravitaillement suivant, qui était une grande descente, donc dans laquelle je pouvais pas courir, mais la vue était magnifique. En fait, pourquoi je comptais m'arrêter, c'est parce que j'étais effrayé de la difficulté qui m'attendait avec déjà cette douleur au genou. Et à ce niveau-là, c'est plutôt facile d'abandonner. Il y a des copains qui sont là, il y a la voiture. Et je me disais, si je me retrouve coincé au milieu de ma fat ou Laos avec un genou qui ne peut pas plier, honnêtement, ça me terrifiait un petit peu.
Arrivé à Marabout, c'est Annabelle qui m'a accueilli. Et en regardant Annabelle, je me suis senti vraiment incapable d'abandonner, quoi. Je trouvais ça trop dur pour eux, en fait, pour elles. Ouais, donc j'ai continué. Voilà, je me suis dit, bon, allez, c'est bon, je vais à Sillaos. Donc, de Marabout, on monte jusqu'au Koto Kervegen. C'est une montée assez longue aussi et assez technique à des moments. Du coup, il y a des moments où on était encore un petit peu à cul. Il y avait pas des bouchons, mais on va dire un peu la queue, quoi. C'est quand même pénible sur des courses comme ça. C'est pas facile de doubler, mais bon, donc j'ai fini par le faire. La descente de Kervegen, ma foi, s'est bien passée. Comme on peut le voir, elle est vraiment à pic. Elle est super casse-gueule. Moi, je prenais pas de risque, hein. Je suis descendu doucement. Et donc, en bas de Kervegen, il y a un petit ravito qui est pas indiqué, où je suis arrivé au poste de ravitaillement. Et j'ai mangé un peu, j'ai bu un peu, et puis j'ai vu que la table flottait un petit peu autour de moi. Alors, j'ai dit aux bénévoles, ah, c'est rigolo, la table flotte. Et ils m'ont dit, oui, c'est rigolo. Asseyez-vous, vous faites un malaise. Je me suis resucré vite fait, je suis reparti à Sillaos, moitié route, moitié chemin. Et en fait, ce qu'on voit pas, c'est qu'avant de monter à Sillaos, c'est encore une autre petite montée qui est plutôt pénible et il faisait chaud. Et à Sillaos, j'ai été bien accueilli donc par Annabelle et j'ai fait une pause plutôt longue. J'ai pris une douche gelée dans un vestiaire rempli d'hommes tout nus. Donc on se douchait tous avec un filet d'eau froide. Franchement, dans ce vestiaire-là, avec la fatigue et l'eau froide et les kilomètres accumulés, je vous le dis, c'était le festival du micro-pénis. Mais ça faisait du bien de se doucher, de se changer. Je suis passé chez les kinés aussi, je me suis fait masser les cuisses. L'étudiante massait mieux que la titulaire, je vous le dis. Une cuisse chacune. Et puis je suis reparti plutôt confiant. Mais la partie entre le stade de Sillaos et le départ du sentier du Taïbi était vraiment insupportable. La boucle de bras rouge là, que je connaissais pas, que j'avais fait une fois, oh là là, qu'est-ce qu'elle est démoralisante. Et j'étais avec un gars, je me rappelle, je lui disais, mais pourquoi est-ce qu'ils nous font passer par là alors qu'on pourrait. Il y a d'autres chemins beaucoup plus courts en fait pour arriver au col du Taïbi. Et le mec m'a dit, bah, c'est pour voir si on en est capable. Ouais, pas con, c'est vrai. Pour monter le col du Taibit, à la tombée de la nuit, il faut du courage parce que on a une voiture qui nous attend à Sillaos. On peut potentiellement monter dedans. Vous avez remarqué qu'on voit Annabelle depuis tout à l'heure sur la vidéo, elle essaye d'être discrète. Bon, bref, quand on monte le Taibit, on sait qu'on va passer toute la nuit dans Mafat, avec la difficulté que ça demande et les kilomètres qu'on a déjà dans les pattes, parce on en a déjà fait 70. Moi, j'avoue que j'ai rappelé Annabelle pour lui dire, écoute, franchement, j'ai mal au genou, est-ce que je vais pas monter dans la voiture? Est-ce que t'es déjà parti de Sillaos? Et encore une fois, au sommet du Taï Beach, j'ai appelé mon super pote Florian, qui a su retrouver les mots pour me maintenir sur le sentier. Il faut savoir qu'à ce moment-là, je suis un bébé, quoi. Je suis un gamin capricieux. Je suis là, je veux pas. Je chouine, je pleure. Je suis pas du tout un guerrier, quoi. J'ai envoyé un texto à Florian pour lui demander. Il m'avait persuadé de faire une petite sieste. Combien de temps je dois dormir? Puis il me répond 30 minutes. Je dis, oh non, plus, s'il te plaît. Enfin bref, on est vraiment ridicule à ce moment-là. Ceci dit, j'ai fait ma première sieste donc en descendant vers Marla, ce qui était peut-être pas le meilleur endroit pour faire la sieste, mais j'étais crevé, donc je me suis allongé dans l'herbe et j'ai dormi 2 fois 20 minutes. La couverture de survie, ça marche bien. On s'en rend compte surtout quand on l'enlève en fait. Et j'ai réussi à repartir. Je suis descendu jusqu'à Marla où là j'ai mangé un bon repas chaud. C'était bon. Du morceau de poulet mélangé à de la soupe au vermicelle. Franchement, c'était le meilleur repas de ma vie. Il discutait un petit peu avec des gars. Je sais plus qui c'était, mais apparemment ils me connaissaient.
Et je suis reparti de Marla, plutôt requinqué. Marla, on descend, on passe la rivière, ensuite on monte jusque la plaine des Tamarins, et ensuite on monte le col des Bœufs. Tout ça, je connais assez bien, ça m'a pas trop posé de problème. Arrivé au col des Bœufs, bon bah évidemment, dans le couloir, il y avait beaucoup de vent. Et ensuite, on descend, on commence à descendre la plaine des Merles. Et là, en fait, je recommençais à m'endormir. Et je dormais vraiment debout parce que quand on marche sur de la piste, c'est fascinant cette capacité à s'endormir en marchant. Vraiment. C'est assez fou. Donc pour rester éveillé, parce que je me suis dit que je ferais plutôt une sieste au ravitaillement, je chantais des chansons à voix haute. Bon, je sais pas si j'ai un peu saoulé les gens ou si ça les a distraits. Je pense que c'est plus saoulé qu'autre chose. En tout cas, personne m'a fait de réflexion. Au ravitaillement de la plaine des Merles, donc j'ai remangé, puis il y avait quelqu'un qui s'occupait de la sieste, un bénévole, donc elle m'a réveillé au bout de 30 minutes. Et là, quand je me suis réveillé, que j'ai enlevé la couverture de survie, le froid, ça a été vraiment terrible. Je tremblais tellement des mains que je voulais faire remplir mon camelback. Mais le bénévole m'a dit, non mais donne-moi tout ton sac, on va le faire. Vraiment, les mains qui tremblaient comme ça et les jambes, ça a été très 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 dur de repartir, mais bah, il faut repartir, c'est le meilleur moyen de se réchauffer. Donc on descend pour arriver jusqu'au départ du sentier scout. Bon, ça a été. Je me suis pas arrêté, j'ai commencé le sentier scout tout de suite. Le sentier scout, qu'est-ce que c'est long à descendre, bordel. Oh là là, c'est technique et de nuit et tout, c'est pénible. À ce moment-là de la nuit, on voit de plus en plus de gars allongés sur le bord du chemin en train de dormir un peu n'importe où. Il y a un moment, j'ai doublé pas mal de gens. Il y a un moment, j'ai suivi aussi pas mal de gens. Et ça sentait franchement la merde. Donc au bout d'un moment, j'ai dit, bon, je ne sais pas qui me pète dessus depuis 20 minutes, mais faut s'arrêter chier là, parce que c'est plus possible. Et le gars devant moi s'est arrêté, il a dit, ah putain, c'est clair, ça sent depuis tout à l'heure, il m'a laissé passer. Bon, je sais pas s'il feintait ou quoi, mais en tout cas, après, ça sentait plus. Arrivé à la plaque, ça a été un petit peu la panique, enfin pas pour moi, mais pour les gens qui étaient autour de moi, parce que en fait, on était juste en par rapport aux barrières horaires, chose dont je m'étais absolument pas rendu compte. C'est vrai que moi j'ai tout fait en marchant parce que je ne pouvais pas courir, et il s'est avéré qu'en fait j'étais un peu juste en barrière horaire, chose à laquelle je m'y attendais pas du tout. Les gens autour de moi étaient un peu en panique, on va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Bon, on arrivait à Ille-et-Tabourse avec 45 minutes d'avance sur la barrière horaire, ce qui est pas énorme. Et on voyait en face, parce que pour monter à Ille-et-Tabourse, il faut descendre et remonter, passer une rivière, des frontales arrêtées dans le chemin et des gens qui dormaient certainement sur le bord du sentier. Ça a dû être dur pour eux, les barrières horaires à ce niveau-là. Je ne sais pas s'il y a eu beaucoup d'abandon, mais en tout cas, la carte n'est pas du tout précise à ce niveau-là. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des bonnes pentes et des bonnes montées avec un pourcentage assez élevé. Et bah, c'est ma fat, quoi. Ma fat, ça casse les jambes pour ça. Difficile de représenter tout le dénivelé qu'il y a dans ma fat en permanence, quoi. Ça monte et ça descend. Donc ensuite, on passe un autre col pour ensuite redescendre jusqu'à Grand Place l'École. Une descente assez longue, assez pénible, puisque je recommençais à m'endormir un peu debout. J'ai fait une micro-sieste sur le bord du chemin. Bon, ça consiste en quoi? Ça consiste à, quand on se rend compte qu'on commence un rêve alors qu'on est en train de marcher, bon, on s'allonge tout de suite sur le bord du chemin et on compte sur le prochain coureur qui passe en parlant un peu fort pour nous réveiller. Ça marche, des micro-siestes de 3 minutes qui permettent d'atteindre le ravitaillement de Grand Place l'École, où j'ai refait une sieste de 30 minutes, la dernière de cette nuit, sachant qu'il faisait ensuite déjà jour. J'ai mangé un petit peu au ravitaillement, je suis tombé sur une bénévole que je connaissais, Poppy, et en fait on s'est fait mettre dehors du ravitaillement. Il a dit les gars, le ravito ferme dans 5 minutes, bon. Et on est reparti pour se taper la fameuse roche ancrée et le maïdo enchaîné. Donc il faut savoir que la roche ancrée, quand on est à Grand Place l'École, d'abord on monte beaucoup, ensuite on redescend. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. La roche ancrée, avant d'être une montée, c'est surtout une sacrée descente. Super raide, avec des grandes marches et tout. Avec un passage de rivière. Comme je voulais pas mouiller mes chaussures, je les ai enlevées avec mes chaussettes.
Et je me suis pété la gueule dans la rivière. Et j'ai tout mouillé, mes chaussures, mes chaussettes, j'étais trempé. Ce qui aura des conséquences pour les suites de la course, évidemment. J'avais pas de chaussettes de rechange dans mon sac, ça c'était une erreur. Donc la montée, que j'ai plutôt bien avalée, la casquette moche saharienne du Grand Raid, elle sert à quelque chose à cet endroit-là parce que le soleil tapait fort, mais la montée m'a pas trop posé de problème. À Roche Plate, il faisait très très chaud. J'ai bien refait le plein en eau avant de monter le Maïdo, parce que c'est plutôt la déshydratation qui me faisait peur, mais les jambes tenaient bien. Pas trop de problème de douleur. Et j'ai avalé le Maïdo en m'accordant le droit de m'arrêter à tous les petits pointillés. La montée du Maïdo est, est marquée à 25, 50, 66 et 75%. Donc je m'accordais le droit de m'arrêter à chaque pourcentage, mais bon, il faut mieux se l'avaler d'un coup. J'étais derrière des gars, je sais pas leur prénom, on s'était déjà vu et je sais pas. La montée du Maïdo, ça a été un beau moment parce que on a vraiment rigolé. On a sorti des vannes complètement stupides entre nous, à des gars, on a parlé de tout et je sais pas, on a vraiment bien rigolé. Dans la montée du Maïdo, il y avait mon petit Florian qui m'attendait. Ça faisait plaisir de le voir là et puis bah moi j'étais bien en forme. Sortir de ma fat, la morale que je retiens, c'est que tant qu'il y a la tentation de la voiture, on peut pas se mettre en mode guerrier en fait. Donc c'est super évidemment, c'est plus de positif que de négatif, hein. Tous ces gens qui viennent nous voir, nous accompagner, les amis, tout ça. Mais c'est dans la solitude et l'adversité que on trouve vraiment ses ressources. Et donc quand je suis sorti du Maïdo, j'allais très bien. Juste avant le Maïdo, j'ai rattrapé donc Galien, on a fini ensemble, qui lui n'allait pas bien du tout parce qu'il s'était fait très mal à la cheville. Un bon ravitaillement au Maïdo. Un bon gros caca aussi les enfants. Ah oui, j'avais pas chié depuis le début.